Il me fallut à peu près une demi-heure, en roulant très prudemment, sans dépasser les 40 km/h. De temps en temps, de vagues halos jaunâtres signalaient la présence d'un autre véhicule. Carteret offrait d'ordinaire le spectacle d'une petite station balnéaire pimpante, avec son port de plaisance, ses magasins d'articles de voile, son restaurant gastronomique proposant des homards de la baie. Elle apparaissait aujourd'hui comme une cité fantôme, envahie par le brouillard. Je ne croisais le long de mon chemin vers le supermarché aucune autre voiture, ni même aucun piéton. Le Carrefour Market, aux allées presque désertes, apparaissait comme un dernier vestige de civilisation, d'occupation humaine. J'y fis provision de fromage, de charcuterie et de vin rouge, avec l'impression irraisonnée mais persistante que j'allais devoir soutenir un siège. Je passai le reste de la journée à marcher sur le chemin côtier, dans un silence roité total, passant d'un banc de brume à l'autre, sans distinguer à aucun moment l'océan en contrebas. Ma vie me paraissait aussi informe et incertaine que le paysage. Le lendemain matin, passant devant la porte du château, je vis Émeric distribuer des armes à un petit groupe. Il était une dizaine, vêtus de parcasses et de vestes de chasse. Puis ils montèrent dans leur véhicule avant de prendre la direction de Valogne. En repassant vers 5 heures, je vis que le pick-up d'Émeric était garé dans la cour. Je me dirigeai directement vers la salle à manger. Il était assis en compagnie de Franck et d'un troisième type, un colosse roux, l'air pas commode qu'on me présenta sous le nom de Barnabé. Ils venaient apparemment d'arriver, avaient gardé leurs armes à portée de main et s'étaient servis de vodka, mais n'avaient pas encore enlevé leur manteau. Je m'aperçus alors qu'il faisait terriblement froid dans la pièce. Émeric avait apparemment renoncé à chauffer. Je n'étais pas sûr non plus qu'il se déshabille au moment de se coucher. Il était en train apparemment de renoncer à pas mal de choses. Ce matin, on a arrêté les citernes de lait qui venaient du port du Havre. C'était du lait irlandais et brésilien. Ils ne s'attendaient pas à faire face à des types armés. Ils sont repartis sans difficulté. Seulement, c'est à peu près sûr qu'ils sont allés à la gendarmerie tout de suite après. Qu'est-ce qu'on va faire demain, quand ils vont revenir avec une compagnie CRS? On en est toujours au même point, on est à la frontière. Il faut tenir le coup, ils oseront pas tirer sur nous, ils peuvent pas faire ça, plaida le géant roux. Non, ils tireront pas les premiers, intervint Franck, mais ils vont nous charger et essayer de nous désarmer. L'affrontement est inévitable. La question, c'est de savoir si nous, on tire. Si on résiste, de toute façon, on passera la nuit demain à la gendarmerie de Saint-Lô. Mais s'il y a des blessés ou des morts, ça sera une autre histoire. Je jetai un regard incrédule à Émeric qui se taisait, faisait tourner son verre entre ses mains. Il avait l'air buté, morose, évitait mon regard, et là je me suis dit que je devais vraiment intervenir. Essayer d'intervenir, si c'était encore possible. Écoute, dis-je finalement avec force, sans du tout savoir ce que je voulais dire ensuite. Oui. Cette fois, il redressa la tête et plongea son regard dans le mien, le même regard franc, honnête qui était le sien du temps de nos 20 ans et qui m'avait tout de suite fait l'aimer. Dis-moi, Florent, continua-t-il très doucement, dis-moi ce que tu en penses, j'écouterai ton point de vue. Est-ce qu'on est vraiment foutu? Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose? Est-ce que je dois essayer de faire quelque chose? Ou bien est-ce que je dois me comporter comme mon père, revendre la ferme, renouveler mon inscription au Jockey Club et finir ma vie comme ça, tranquille? Dis-moi ce que tu en penses. On devait depuis le début en arriver là, depuis ma première visite, un peu plus de 20 ans auparavant. Alors qu'il venait de s'installer comme agriculteur, que je sentais plus banalement de commencer une carrière de cadre, nous avions retardé cette conversation pendant plus de 20 ans. Le moment était venu, maintenant. Les deux autres, avec une totale solennité, se turent. C'était entre nous deux maintenant, entre lui et moi. Et moi qui attendais, son regard planté dans le mien, droit et candide, et je commençais à parler sans même avoir pleinement conscience de ce que je disais. J'avais l'impression de glisser sur un plan incliné. C'était étourdissant et un peu écœurant, comme chaque fois qu'on plonge dans le vrai. En même temps, ça n'arrive pas si souvent dans une vie. Tu vois, dis-je, de temps en temps, on ferme une usine, on délocalise une unité de production. Mettons qu'il y a 70 ouvriers de virés. Ça donne un reportage sur BFM, il y a un piquet de grève, ils font brûler des pneus. Il y a un ou deux politiques locaux qui se déplacent. Enfin, ça fait un sujet d'actu. Un sujet intéressant avec des caractéristiques visuelles fortes. La sidérurgie ou la lingerie, c'est pas pareil. On peut faire de l'image. Là, bon, tous les ans, tu as des centaines d'agriculteurs qui mettent la clé sous la porte. Ou qui se tirent une balle, intervint sobrement Franck.
Puis il secoua la main comme pour s'excuser d'avoir parlé, et son visage redevint triste, impénétrable. Ou qui se tire une balle, confirmai-je. Le nombre d'agriculteurs a énormément baissé depuis 50 ans en France, mais il n'a pas encore suffisamment baissé. Il faut encore le diviser par 2 ou 3 pour arriver aux standards européens, aux standards du Danemark ou de la Hollande. Enfin, j'en parle parce qu'on parle des produits laitiers. Pour les fruits, ça serait le Maroc ou l'Espagne. Là, il y a un peu plus de 60 000 éleveurs laitiers. Dans 15 ans, à mon avis, il en restera 20 000. Bref, ce qui se passe en ce moment avec l'agriculture en France, c'est un énorme plan social, le plus gros plan social à l'œuvre à l'heure actuelle. Mais c'est un plan social secret, invisible, où les gens se disparaissent individuellement dans leur coin, sans jamais donner matière à un sujet pour BFM. Émeric secoua la tête avec une satisfaction qui me fit mal, parce que je compris à ce moment qu'il n'attendait rien d'autre de moi. Il attendait juste la confirmation objective de la catastrophe, et je n'avais rien, absolument rien à lui proposer. En dehors de mes absurdes rêveries moldaves, et le pire était que je n'avais pas fini. Une fois qu'on aura divisé le nombre d'agriculteurs par 3, poursuivis-je avec cette fois la sensation d'être au cœur de l'échec de ma vie professionnelle et de me détruire moi-même à chaque parole que je prononçais. En même temps, si j'avais eu un succès personnel à aligner, si j'avais réussi à faire le bonheur d'une femme ou au moins d'un animal, mais même pas, une fois qu'on sera aux standards européens, on n'aura toujours pas gagné. On sera même au seuil de la défaite définitive, parce que là, on sera vraiment en contact avec le marché mondial. La bataille de la production mondiale, on ne la gagnera pas. Et vous pensez qu'il n'y aura jamais de mesures protectionnistes? Ça vous paraît absolument impossible? Le ton de Franck était étrangement détaché, absent, comme s'il s'informait au sujet de curieuses superstitions locales. Absolument impossible, tranchai-je sans hésitation. Le verrou idéologique est trop fort. Repensant à mon passé professionnel, à mes années de vie professionnelle, je me rendais compte que j'avais été confronté en effet à de bien étranges superstitions de caste. Mes interlocuteurs ne se battaient pas pour leurs intérêts, ni même pour les intérêts qu'ils étaient supposés défendre. Ça aurait été une erreur de le croire. Ils se battaient pour des idées. Pendant des années, j'avais été confronté à des gens qui étaient prêts à mourir pour la liberté du commerce. Donc voilà, je me tournais à nouveau vers Émeric. À mon avis, c'est foutu. C'est vraiment foutu. Alors moi, ce que je te dis, c'est d'essayer de t'en sortir à titre individuel. Cécile, c'était une grosse salope. Laisse-la baiser avec son pianiste et oublie tes filles. Déménage, revends ta ferme. Oublie tout le truc absolument. Si tu t'y prends tout de suite, tu as encore une petite chance de recommencer ta vie. Cette fois, j'avais été clair. J'aurais difficilement pu l'être davantage et je ne restais que quelques minutes. Au moment où je me levais pour prendre congé, Émeric me jetait un regard bizarre, où je crus lire une pointe d'amusement, mais c'était peut-être, plus vraisemblablement même, une pointe de folie. Le lendemain, je pus suivre le développement du conflit sur BFM, un bref reportage. Ils avaient finalement décidé de lever le blocus sans résistance et de laisser passer les citernes de lait en provenance du port du Havre vers les usines de Méotis et de Valogne. Franck avait pu bénéficier de presque une minute d'interview où il exposait de manière à mon avis très claire, synthétique et convaincante, avec quelques chiffres en quoi la situation des éleveurs normands était devenue impossible. Il concluait que le combat ne faisait que commencer et que la Confédération paysanne et la coordination rurale réunies appelaient pour le dimanche suivant à une grande journée d'action. Émeric était à ses côtés pendant toute l'interview, mais il ne dit rien, se contentant de jouer machinalement avec le percuteur de son fusil d'assaut. Je ressortis de ce reportage dans un état sans doute temporaire et paradoxal d'optimisme. Franck avait été si clair, si modéré et si lucide dans son interview. En une minute d'interview, il me paraissait impossible de faire mieux, que je ne voyais pas comment on pourrait refuser d'en tenir compte, comment on pourrait en face refuser de négocier. Puis j'éteignis le téléviseur, regardé par la fenêtre de mon bungalow. Il était un peu plus de 6 heures. Les volutes de brume cédaient peu à peu devant la montée de la nuit, et je me souviens que moi aussi, pendant presque 15 ans, j'avais toujours eu raison dans mes notes de synthèse, qui défendaient le point de vue des agriculteurs locaux. J'avais toujours aligné des chiffres réalistes, proposant des mesures de protection raisonnables, des circuits courts économiquement viables, mais je n'étais qu'un agronome, un technicien, et au bout du compte, on m'avait toujours donné tort. Les choses avaient toujours au dernier moment basculé vers le triomphe du libre échangisme, vers la course à la productivité. Alors j'ouvris une nouvelle bouteille de vin. La nuit était maintenant installée sur le paysage.
Nact One Ende. Qui étais-je pour avoir cru que je pouvais changer quelque chose au mouvement?